Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Emmanuel Macron lance la campagne des européennes. Le chef de l'État veut une Europe qui protège et qui fait du concret face à la montée des populismes. Une tribune doit être publiée demain avec les lignes directrices du programme présidentiel pour cette élection. On en débattra dans cette émission. Pendant ce temps-là, le grand débat se poursuit. Consultation internet, réunions publiques, mais aussi propositions politiques. Gérard Larcher fait des propositions institutionnelles comme de rendre plus facile le RIP, référendum d'initiative partagée, à l'initiative des citoyens et des parlementaires. Et c'est le prochain grand texte débattu au Sénat. Coup d'envoi cette semaine de l'examen en commission du projet de loi d'orientation des mobilités. Un texte qui doit dessiner les transports de demain en pleine contestation des Gilets jaunes. Et tout au long de cette édition, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Tranui recueillera les réactions sénatoriales à l'actualité. Le multiplex, c'est tout de suite. Emmanuel Macron lance sa campagne des élections européennes. Un entretien à une chaîne italienne hier et une tribune à venir dans les journaux de la presse quotidienne régionale avec un mot d'ordre, reprendre le contrôle de l'Europe avec des propositions concrètes. Maïla Mendy. Jouer l'apaisement, c'est sur cette note qu'Emmanuel Macron a officiellement lancé la campagne des européennes. Pas étonnant donc qu'il ait choisi la Rai Uno, première chaîne publique italienne, pour faire passer ce message. Ces derniers mois, les relations avec l'Italie étaient très tendues. Et même si Emmanuel Macron s'est livré à un exercice de câlinothérapie durant l'interview, il a aussi tensé le danger eurosceptique du gouvernement italien. Je ne crois pas que la réponse, ce soit l'Europe des nationalistes. Je ne crois pas que la réponse soit dans la simplification du message de certains nationalistes. Aucun pays, aucun en Europe, ni l'Italie ni la France, ne réglera les problèmes qui sont les siens en s'opposant aux autres pays européens. Une Europe forte, unie et souveraine, c'est le vœu d'Emmanuel Macron. Un vœu transmis par le biais d'une tribune qui sera diffusée dans plusieurs quotidiens européens. Mais un vœu transmis par qui? Un nom revient souvent, celui d'Agnès Buzyn, actuelle ministre de la Santé. Mais pour les observateurs des questions européennes, c'est sur toute la liste qu'il faudra faire les bons choix. Pourquoi pas Agnès Buzyn? Après, il faut voir qui est sur la liste. Ce qui est important, c'est que cette personne ne soit pas forcément du sérail rapproché de M. Macron. On lui reproche de fonctionner sur un cercle extrêmement fermé. Les membres de la liste des européennes et le programme, tout devrait se préciser après le 15 mars, jour de fin du grand débat national. Et on va tout de suite rejoindre Tam Tranui avec Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Oui, Pierre Ouzoulias, quels sont pour vous les enjeux qui se jouent dans ce scrutin européen qui peine traditionnellement à intéresser les Français ? Je crois que ce que les citoyens et les citoyennes ont besoin aujourd'hui, c'est de repartir de la base du projet européen tel qu'il était en 1957, au moment du traité de Rome. Souvenez-vous, l'objectif des pays qui ont constitué cette première alliance, c'était de développer la protection sociale et de permettre surtout un rattrapage des régions les plus pauvres de l'Europe. Donc il y a au départ de l'Europe un message social qui est fort et qui a été oublié au profit d'une politique économique libérale qui aujourd'hui est en échec. Justement, Emmanuel Macron appelle à une Europe qui protège. C'est ce que l'on a entendu dans son entretien hier à la Rai, mais aussi lors de son discours au Salon de l'Agriculture. Vous êtes d'accord avec cela? Moi, je ne suis pas d'accord sur son point de vue parce qu'il se présente comme le candidat de la civilisation face aux barbares, aux États nationalistes. Or, ce que j'observe, c'est qu'il pratique rigoureusement la même politique économique que les pays qu'il dénonce, la Pologne, la Hongrie et l'Italie. Il y a aujourd'hui un consensus très large qui est partagé sur une politique néolibérale austéritaire, que ce soit à l'est ou à l'ouest de l'Europe. Et je ne vois pas de différence entre ce que fait le président Macron en France et ce que font les personnes qui nous décrivent comme des nationalistes ailleurs.
Emmanuel Macron, en tout cas, continue à remonter dans les sondages et le parti de la République En Marche est en tête pour les prochaines européennes. C'est tout de même un discours qui porte ? Ben pour l'instant, le discours qui porte... Ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a personne en face ? Non, le discours qui porte d'Emmanuel Macron, c'est un discours de l'ordre qui séduit une partie de l'électorat de droite. Je ne vois rien dans les propositions pour l'Europe de Macron qui aujourd'hui On les attend encore. Hein. Je rappelle qu'il va y avoir cette tribune qui va être publiée demain dans 28 pays européens. C'est ça, mais ça fait 1 an et demi que Emmanuel Macron nous parle d'Europe et qui, en France, il fait une politique exactement contraire à celle qu'il souhaite pour l'Europe. Donc, à un moment donné, il faut un peu de cohérence. Hein. Et moi, je remarque que la politique qui a été mise en place par Macron en France est une catastrophe et aboutit finalement aux mêmes difficultés sociales que celles qui ont fait qu'aujourd'hui, l'Angleterre se retire de l'Europe. Un commentaire pour conclure, Pierre Ouzoulias, sur les noms qui se murmurent pour être la tête de liste de la République En Marche aux Européennes. On parle d'Agnès Buzyn, on parle de Nathalie Loiseau. Que pensez-vous de ces ministres ? Moi, je pense que ce qu'il faut d'abord, c'est un programme. Alors, à droite comme à gauche. Il faut d'abord réfléchir sur le programme et sur ce que nous voulons pour l'Europe. Moi, j'écoute les jeunes, je les rencontre régulièrement. Ils ont un projet européen, qui est un projet européen simple, clair, qui repose sur 3 choses. Premièrement, le climat. Ils considèrent que l'Europe est le seul cadre valable pour pouvoir aujourd'hui enrayer la hausse des températures, et ils ont raison. Deuxièmement, plus de démocratie sociale, la défense des droits des femmes, des minorités, de la presse. Et troisièmement, un projet démocratique pour les structures institutionnelles de l'Europe. Voilà, c'est sur ces 3 points que moi j'attends le président de la République. Vous n'avez donc pas répondu à ma question sur Agnès Buzyn ou Nathalie Loiseau ? Parce que c'est secondaire. C'est secondaire complètement pour vous ? Secondaire. Agnès Ce qui compte, c'est le Buzyn, programme. tout de même, qui est l'ex-belle-fille de Simone Veil, ça serait un beau symbole ? Non, moi je remarque qu'aujourd'hui, et à la fois avec les élections européennes et à la fois avec les futures élections municipales, il y a un certain nombre de ministres et de députés qui s'en vont du gouvernement pour se trouver des places, soit au Parlement de Bruxelles, soit dans les villes. Bon, quelque part, il y a peut-être un petit vent de panique qui souffle sur le bateau Élysée. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Ouzoulias, d'avoir répondu à mes questions. Et merci Tam. Le grand débat se poursuit un peu partout en France jusqu'au 15 mars. Les citoyens peuvent s'exprimer sur Internet ou lors de réunions publiques, mais les politiques ne sont pas en reste et le président du Sénat, Gérard Larcher, fait des propositions et notamment que le référendum d'initiative partagée prévu depuis 2008 soit plus facile à mettre en place. Les explications de Jonathan Duprier. Plutôt qu'un RIC, Gérard Larcher milite pour un référendum d'initiative partagée plus facilement applicable. Actuellement, pour déclencher le dit référendum, il faut recueillir les signatures de 185 parlementaires et plus de 4,5 millions d'électeurs. Gérard Larcher prône ainsi un abaissement du seuil de signature à 2 millions. Actuellement, c'est 10% du corps électoral. 4 millions. 4 millions. Donc, 10% du corps électoral et presque nous 200 parlementaires. arbitrerons au mois de mars, mais la proposition qui est faite est au moins de la baisser de moitié. Le président du Sénat entend aussi revenir sur le non-cumul des mandats pour les maires, car pour lui, les élus locaux sont le ciment de la République. Mois de novembre, c'était balance ton maire. Février, c'est accroche-toi à ton maire. Et donc, le rôle de l'élu local est essentiel, et avoir des parlementaires qui sont aussi enracinés dans le local, ça m'apparaît important. Vous dites vive le cumul. Je ne dis pas vive le cumul, je dis réfléchissons bien. Nous n'avons jamais été favorables à la déliaison totale. Autre sujet, le rôle du Sénat dans les institutions. Pour Gérard Larcher, la commission d'enquête sur l'affaire Benalla a permis de balayer certaines critiques quant à l'utilité de la Chambre haute. Cette commission d'enquête, mais bien d'autres sujets, démontrent l'importance du bicamérisme, d'avoir une assemblée qui ne procède pas de l'élection présidentielle. Le Sénat qui procède d'un autre temps, du suffrage universel indirect. C'est un lieu où on ne dit jamais oui par discipline et jamais non par dogmatisme. Gérard Larcher réaffirme avec force le rôle du Sénat dans un contexte de tension avec l'exécutif. Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron avait émis la possibilité d'une fusion entre la Chambre haute et le CESE. Et pour évoquer ce grand débat national et notamment les réformes institutionnelles, j'accueille sur le plateau Benjamin Morel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques et spécialiste des questions parlementaires. Le Sénat était obligé de faire des propositions face à finalement des menaces
de fusion avec le CESE ou de réduction drastique du nombre de parlementaires? Alors, il est en tout cas contraint de faire des propositions dans un cadre qui est très tendu du point de vue institutionnel, où est mise en cause la représentativité des institutions parlementaires. Et du point de vue de la représentativité, eh bien, la victime la plus facile dans le cadre d'une réforme, c'est évidemment le Sénat, avec un suffrage universel indirect qui est souvent mal compris, qui est souvent mal saisi par les citoyens. Donc il y avait des nécessités de réponse. Après, est-ce que le Sénat est vraiment menacé? Il ne faut pas oublier que pour réellement réformer le Sénat, eh bien, il faut l'aval du Sénat. La Constitution a été faite comme ça. Le Sénat est une institution qui, justement, est une institution de contrepoids, de contre-pouvoir, qui, pour exercer ce rôle, eh bien, est protégée par les textes. Alors, les Gilets jaunes avaient proposé le RIC. Gérard Larcher répond RIP, référendum d'initiative partagée. Ça existe dans notre Constitution depuis 2008, mais ça n'a jamais été effectif. Donc, Gérard Larcher propose finalement de réduire les conditions drastiques. C'est une réponse aux Gilets jaunes? Alors, ça peut être une réponse aux Gilets jaunes, si vous voulez. Aux Gilets jaunes en tant que tels, probablement pas. Parce que justement, le référendum d'initiative partagée implique que vous ayez un certain nombre de parlementaires qui vous soutiennent. Or, ce que reprochent les Gilets jaunes au Parlement, c'est justement de ne pas être représentatif, de ne pas incarner cette voix du peuple. Donc pour les Gilets jaunes, probablement pas. Probablement que c'est une proposition qui pourrait passer pour un peu à côté de la plaque, si j'ose m'exprimer ainsi. En revanche, pour une grande partie des Français qui soutiennent les Gilets jaunes, notamment sur les questions économiques, sociales, qui sont quand même premières dans les raisons du soutien, mais qui en même temps eh bien, voient la nécessité d'une évolution de la démocratie, le référendum d'initiative partagée est probablement un bon compromis. Alors des idées, on n'en manque pas au Sénat. Je vous propose d'écouter Roger Karoutchi, le sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, qui a son avis sur une réforme de l'élection présidentielle. On l'écoute. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est qu'on a d'un côté le chef de l'État, chef de l'exécutif, mais depuis le quinquennat et l'élection législative qui suit, le chef de l'État est devenu aussi le chef de la majorité. Il est à la fois l'exécutif et le législatif, et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est la négation même de la démocratie. Qu'est-ce que vous proposez? Donc, ce que je propose, c'est que ce ne soit plus le quinquennat, qu'on revienne, ça a été une erreur, il faut le dire. Donc, qu'on revienne au septennat, un septennat sec, c'est-à-dire une seule élection. Le président de la République est là pour 7 ans, il a le temps des réformes, il n'est pas tenu par le côté très électoraliste. L'Assemblée nationale est élue tous les 5 ans, donc elle n'est pas dépendante directement du président de la République. Il faut qu'on fasse revivre le législatif. Alors pour évoquer toutes ces propositions, j'accueille sur le plateau mes autres invités. Sophie Taillé-Polian, bonjour. Vous êtes sénatrice apparentée socialiste du Val-de-Marne et membre du mouvement Génération de Benoît Hamon. Bienvenue sur le plateau. À vos côtés, Philippe Dallier, sénateur Les Républicains de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Martin Baumer, délégué général des Jeunes avec Macron et membre du bureau exécutif d'En Marche. Bienvenue sur le plateau. On évoquait avec Benjamin Morel les propositions du Sénat. Gérard Larcher, il a proposé finalement une facilitation du RIP à défaut du RIC, le référendum d'initiative partagée qui associe citoyens et parlementaires. Ça serait une bonne proposition, selon vous, Sophie Taillé-Polian? Alors c'est toujours bien d'élargir, donc élargir le RIP, oui, puisque pour l'instant, personne n'a jamais réussi à le mettre en œuvre. Mais pour moi, pour nous, il est important de donner davantage la parole aux citoyens et surtout de pouvoir leur permettre de prendre la main. S'ils jugent que tel ou tel sujet, telle ou telle proposition n'est pas prise en compte par l'exécutif, par le Parlement, bien qu'ils puissent prendre la main, proposer un sujet, le poser sur la table. Et ça, le RIP ne le permet pas, puisqu'il faut d'abord des parlementaires qui signent la proposition. Donc en cela, un RIC, une forme de RIC, un référendum d'initiative citoyenne, où là vraiment les citoyens puissent intervenir dans le débat politique directement entre les élections. Moi, ça me paraît salvateur pour notre République, avec d'autres changements bien sûr, parce que ça ne suffit pas. Philippe Dallier, on a entendu Gérard Larcher, il dit le RIC c'est un danger pour la démocratie. Finalement, ce référendum d'initiative partagée, c'est un entre-deux qui permettrait de donner plus de poids et que ça soit un peu plus courant, puisque pour l'instant, ça n'a jamais été mis en œuvre. Quand quelqu'un saura me donner une définition du RIC telle que certains l'évoquent, j'allais dire, depuis la crise des Gilets jaunes, je répondrai à la question. Il est évident que si certains imaginent que sur tout sujet, à n'importe quel moment, on va pouvoir demander aux Français d'appuyer sur un bouton pour pour donner leur opinion sur tel ou tel sujet, ça ne peut pas fonctionner. On est dans une démocratie représentative et il faut que les choses en soient ainsi. Maintenant, qu'on élargisse ce qui a été fait en 2008, je crois, et qui effectivement n'est pas efficace et pas utilisé,
effectivement, on peut regarder, mais il y a des limites à tout. Voilà, quel sujet est-ce que l'on pourrait soumettre effectivement à ce référendum citoyen, appelons-le comme ça? Ça avait été mal calibré en 2008, la réforme Sarkozy? En tous les cas, ça n'a pas été utilisé, donc on peut considérer que ça a été mal calibré, mais ça vient aussi de la difficulté de sélectionner à la fois les sujets et puis d'éviter qu'on se retrouve à voter tous les 4 matins, ce qui ne serait absolument pas envisageable. Voilà, donc il faut trouver un équilibre. La réforme de 2008 ne l'a pas permis. Cherchons effectivement à améliorer les choses, mais dans certaines limites. Martin Baumer, vous êtes délégué général des Jeunes avec Macron. Davantage entendre les voix des citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Parce que le moment du grand débat était un moment d'écoute quand même assez incroyable dans la Ve République qu'on n'avait jamais fait. Je pense que l'idée d'assouplir peut-être le référendum d'initiative parlementaire comme il est le cas aujourd'hui, partagé, c'est probablement une bonne idée. Peut-être abaisser le seuil, abaisser le nombre de parlementaires, voir les modalités. Une chose qui est intéressante aussi, que vous avez dit, je suis d'accord que peut-être il va donner aux citoyens le pouvoir de mettre un sujet dans le débat. C'est le cas notamment au Parlement européen de pouvoir faire ça, de mettre des sujets à l'agenda du Parlement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Avec un droit de pétition? Ouais, par exemple, il y a des choses comme ça qu'il faut investiguer. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose. En tout cas, se baser sur ce qui est déjà dans notre Constitution pour l'élargir s'il faut, pour le rendre accessible aux citoyens. Mais ça questionne aussi la capacité de mobiliser 500 000 voix, 1 million ou peu importe le nombre qui sera choisi. Ça pose la question maintenant aussi de comment on structure ces organisations-là, comment les corps intermédiaires doivent se réinventer aussi aujourd'hui, parce qu'on a bien vu aujourd'hui, on n'est plus capable de correctement représenter la population avec ce qui existe, notamment chez les jeunes. Benjamin Morel, est-ce que c'est moins de poids pour les parlementaires si finalement on donne plus de poids aux citoyens? Oui et non, c'est-à-dire que si on reste dans l'option d'un référendum d'initiative partagée, il faut quand même voir qu'il y a un droit de veto des parlementaires, qui si jamais ils examinent et rejettent, eh bien vous n'avez pas de référendum. C'est ce qui pose quand même question, au vu en tout cas de la mouture qui a été celle votée en 2008, de ce référendum d'initiative partagée. Après, je rejoins ce que vous disiez, c'est-à-dire que le problème du RIC, du RIP, etc., c'est qu'on donne quand même un surpoids à ce qu'on appelle la société civile constituée. C'est-à-dire, il n'y a pas grand monde en fait qui est capable de réunir 100 000, 200 000, 500 000 signatures. Ce sont d'abord et avant tout des associations qui ont pignon sur rue, des forces structurées. Or, le problème avec les Gilets jaunes, c'est que c'est une crise des inaudibles. C'est une crise de ceux qui, jusqu'à présent, n'avaient pas réussi réellement à se structurer et ont encore du mal aujourd'hui à se structurer. Est-ce qu'on répond réellement à ce malaise démocratique-là ou est-ce qu'on élargit des modalités qui sont intéressantes mais qui répondent à d'autres aspirations? Ça, c'est une question qui n'est pas forcément évidente à ce stade. Sophie Taillé-Polian. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui on a des outils pour réunir, je dirais, des signatures qui sont quand même assez performants. On a vu il y a quelques années, au moment de la loi travail, une pétition qui a pris tout de suite, au fur et à mesure, 1 million de signatures. La pétition concernant l'écologie, la prise de conscience environnementale et le fait de poser la responsabilité environnementale aux gouvernants, a elle atteint, je crois, 2 millions de signatures. Donc après, je pense que ce n'est pas via une consultation Facebook ou autre, ou change.org, ou je ne sais pas quel type de réseau, qui peut évidemment directement passer de la consultation réseau social au référendum. Il y a besoin de réflexion, de comment on pose la question, de filtres, d'interrogations sur les conséquences réelles de telle question par rapport à telle autre. Mais moi, je crois qu'il y a aujourd'hui possibilité de réunir, sans forcément que ce soit un lobby ou un corps constitué, des signatures, une dynamique citoyenne qui se met en place. Et après, il faut des outils institutionnels mis en place dans le cadre de la République pour travailler à bien calibrer une question de référendum, à ce que les citoyens, au moment où ils iraient aux urnes, aient bien conscience des conséquences de leur vote, qu'un débat équilibré soit organisé sur la question. Mais au regard d'un certain nombre de conditions qui seraient posées, moi je crois qu'il serait vraiment intéressant de permettre aux citoyens de prendre la main en dehors du temps des élections. On a parlé des citoyens, on va parler des élus. Philippe Dallier, le président du Sénat, il souhaite également un assouplissement du non-cumul des mandats. Est-ce qu'il faut revenir sur ce texte emblématique pour finalement, on a vu les petits maires qui géraient ce grand débat national, est-ce qu'il faut leur permettre de pouvoir cumuler les fonctions? Les petits maires, je ne sais pas ce que vous appelez les petits maires. Les maires de petites communes. Merci pour eux.
Écoutez, en tous les cas, la période qui vient de s'écouler, en tous les cas depuis l'été dernier, aura certainement montré que l'idée du nouveau monde, où on faisait table rase de tous ceux qui étaient là, de tous les corps intermédiaires d'ailleurs, pas seulement les élus locaux, les syndicats, etc. On peut toujours critiquer leur représentativité. Mais je pense que le gouvernement et le président de la République se sont rendus compte de ce que ça pouvait donner quand on coupait tout le lien qui pouvait exister entre l'étage supérieur et les Français. Donc je pense qu'au moins cette période de crise aura permis de remettre ça sur la table. Concernant le cumul des mandats, moi, je n'y étais pas favorable. J'étais favorable, le non-cumul. J'étais favorable à ce qu'effectivement on mette des limites. Être maire d'une très grande ville, président d'un département ou d'une région, c'est à mon sens incompatible avec un mandat de parlementaire. Maintenant, ne pas pouvoir être maire d'une petite commune ou adjoint au maire d'une commune moyenne, je pense que c'est absurde. Et comme souvent sur ces sujets-là, on est dans le plus blanc que blanc. Pour faire plaisir à l'électeur, on va jusqu'au bout et jusqu'à l'absurde. Et on s'aperçoit au milieu de cette crise, qu'effectivement, des parlementaires qui ont les pieds, j'allais dire, bien implantés dans le territoire qu'ils représentent, ça peut être utile. Donc là aussi, il faudrait qu'on sorte du tout ou rien et qu'on essaie de trouver un meilleur équilibre. Martin Baumer, on a vu qu'En Marche, finalement, pour organiser ce grand débat national, s'était appuyé sur ces maires de communes qui ont tenu des réunions. Est-ce qu'il faut aussi un peu les revaloriser et notamment leur permettre de cumuler certaines choses? Je pense que c'est un peu réduire le travail des parlementaires actuels que dire qu'ils ne se sont pas du tout occupés de leur maire dans leur circonscription, etc., comme s'ils étaient complètement déconnectés, vivant simplement à Paris. Je pense que c'est pas vrai. On a fait quand même, au moment de la présidentielle, il y avait une promesse autour de ça, du renouvellement à la fois du visage et des pratiques. On s'est engagé notamment à mettre 50% de nos candidates à l'Assemblée aujourd'hui, ce qui fait qu'on a un groupe où il y a 50% de femmes, ce qui n'était jamais arrivé. On s'est engagé à réduire le nombre de parlementaires, pas simplement pour les réduire, mais pour leur donner plus de moyens pour mieux évaluer, mieux contrôler l'action du gouvernement et donc redonner du sens à la démocratie représentative. Et c'est ça qu'on veut continuer à faire. Ils seront nombreux, plus ils contrôleront le gouvernement. Vous croyez que c'est sérieux de dire ça? Pas du tout, ils ont plus de moyens pour contrôler l'action du gouvernement. Mais c'est pas parce qu'on a plus de collaborateurs qu'on a plus de capacité d'intervention. Et deuxième chose, le troisième point qu'on avait dit et qui est très important, c'est la dose de proportionnelle. Aujourd'hui, c'est clair, on a par exemple des électeurs de Marine Le Pen qui avaient 20% des voix au premier tour, un tiers des voix au second tour, qui sont à peine capables de faire un groupe parlementaire aujourd'hui dans l'Assemblée française. Donc nous, on a dit, on veut une dose de proportionnelle pour permettre que le fait majoritaire puisse continuer à rester là, que la cinquième continue d'exister avec... Ça, c'était les promesses du programme présidentiel. Oui. Est-ce que ce grand débat, il a changé la donne? Eh bien, attendons les résultats du grand débat. C'est pas la peine de sauter sur les conclusions, de dire, moi, je sais ce que disent les Français. Attendons ça. Je vous donne mon avis. Attendons l'analyse de ces résultats-là, qui seront publics, en open source. Chacun pourra aller voir les résultats. Et là, on pourra dire, mais peut-être que les 4 millions de personnes qui ont participé se disent, moi j'aimerais bien être représenté un petit peu différemment, peut-être avec moins d'élus, des élus qui ne font pas du cumul dans le temps, etc. Donc peut-être qu'il y a des questions qu'il va falloir laisser au grand débat et attendre les résultats. Benjamin Morel, à la sortie de ce grand débat, il va falloir des décisions, et notamment institutionnelles. Le nombre d'élus, c'est toujours sur la table? C'est toujours sur la table, mais ça pose des problèmes qui sont importants. C'est-à-dire, si vous réduisez le nombre de parlementaires d'environ un tiers, si vous mettez une dose de proportionnelle, ça veut dire que le nombre de parlementaires élus au suffrage au scrutin majoritaire dans l'Hexagone, en métropole, est divisé par 2. Ça veut dire des gigantesques circonscriptions qui, en fait, vont aggraver l'effet majoritaire. C'est-à-dire celui qui arrive en tête dans le scrutin majoritaire a évidemment beaucoup plus de députés qu'il ne pèse réellement. C'est toute la magie du scrutin majoritaire, on aggrave ça. Quant à la dose de proportionnelle, elle ne permet pas vraiment de corriger le manque de représentativité, parce que pour avoir un groupe parlementaire avec cette dose de proportionnelle, il faut avoir 60 députés environ, c'est-à-dire que, élus à la proportionnelle, c'est-à-dire qu'il faut avoir un quart pour avoir 15. C'est ça, un groupe parlementaire. Un quart, ça vous fait donc 25% des voix. Or, quand vous avez 25% des voix, vous avez gagné l'élection. Donc on arrivera à cette situation un peu ridicule que pour avoir un groupe parlementaire avec la proportionnelle, il faudrait gagner en fait les élections législatives. Donc pour tout, c'est la loi organique. C'est la loi organique. Donc quand même, c'est ce que vous avez posé sur la table. Donc on voit que tout ça marche un petit peu sur la tête et qu'il est en effet nécessaire d'écouter réellement ce que veulent les citoyens, parce qu'il y a également une sorte de schizophrénie de l'électorat qui d'un côté veut par exemple la fin du cumul des mandats, mais en même temps
votent généralement pour des sénateurs, ou plutôt pour des députés qui cumulent, parce qu'ils jugent qu'ils sont mieux représentés par un élu local qui arrive à Paris. Sophie Taillé-Polian, sur cette question de la réduction du nombre d'élus, tous les candidats à la présidentielle, y compris Benoît Hamon, défendaient cette réduction à l'époque. Alors il faut peut-être trouver la dose, la bonne dose de diminution. Je ne sais pas, j'ai pas souvenir qu'on demandait particulièrement de réduire le nombre de parlementaires. Par contre, j'ai le souvenir qu'on demandait un rééquilibrage entre les différents pouvoirs. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, et ce qui n'est absolument jamais abordé, et surtout pas par le pouvoir en place, c'est la prégnance de l'exécutif et principalement du président de la République par rapport aux droits du Parlement. Il est là le problème principal. C'est qu'on a finalement un pouvoir exécutif, un pouvoir présidentiel qui a tout entre les mains et qui donc n'a besoin de personne. Et quand il n'a pas l'intelligence de l'écoute, l'intelligence de la co-construction, eh bien, il amène la France dans un mur. Et donc, on peut réduire un petit peu, on peut augmenter un petit peu. Si on garantit le fait que toutes les familles politiques, toutes les sensibilités politiques puissent être représentées au Parlement, je dirais là n'est pas le sujet. Et chercher à faire croire aux Français que là est le sujet, c'est vouloir dévier leur regard du vrai problème de notre République et de son fonctionnement actuel, qui est un rôle trop important du gouvernement et bien entendu au-dessus de lui, du président de la République. Alors, on va poursuivre ce débat, Philippe Daillet. D'abord, je vais vous proposer de regarder un sujet, puisque ce grand débat, il se poursuit donc jusqu'au 15 mars. Et un peu partout en France, les réunions publiques se poursuivent sous l'œil attentif des 5 garants nommés pour veiller au bon fonctionnement des débats. 2 d'entre eux, Pascal Perrineau et Jean-Paul Bailly, se sont rendus près de Troyes dans l'Aube pour superviser une de ces rencontres. Nos équipes étaient présentes. Reportage. C'est une initiative citoyenne comme il en existe des centaines en ce moment. Ce soir à Pont-Sainte-Marie, près de Troyes, se tient une déclinaison du grand débat national. Mais aujourd'hui, des observateurs pas comme les autres sont présents. 2 des 5 garants chargés de veiller au bon déroulement du grand débat sont venus voir comment se déroule cette réunion locale. On a comme mission de s'assurer que le débat est ouvert, que tout le monde peut y participer, que chacun peut s'exprimer, en particulier dans les réunions d'initiative locale comme ce soir. Et c'est très, très instructif et je crois que pour bien tenir notre rôle, il faut vraiment aller aussi beaucoup sur le terrain. C'est ce qu'on essaye de faire. Ils ont déjà assisté à une 50aine de débats et ce soir, comme à chaque fois, ils se placent en retrait, sortent cahiers et stylos et s'attellent à noter leurs observations. Tout est pris sous forme de notes, ce que ça nous suggère, ce que les gens disent, le type de réseau qu'il y a derrière telle ou telle organisation, est-ce qu'il y a les élus, pas les élus, le profil de l'assistance, aussi le nombre de jeunes. Ce soir, ils sont une centaine de participants à s'être déplacés pour s'exprimer sur la démocratie, la fiscalité, la transition énergétique et l'organisation de l'État. Les échanges sont riches. On y parle de la désignation de Strasbourg, située à 4h30 de transport, comme capitale de région, ou de désertification médicale. Avoir des petites régions plus adaptées en supprimant le niveau départemental. Voilà donc ma proposition d'évolution sur notre organisation de l'État. Peut-être trouver des idées pour donner envie à des jeunes médecins, à des jeunes praticiens de venir s'installer dans notre belle ville et puis voilà, dans les communes autour, de manière à ce qu'on puisse se faire soigner près de chez soi. Voilà. 3 heures d'échanges nourris sous l'œil de ces témoins pas comme les autres, ravis de la tenue des débats qui doivent maintenant être remontés au niveau national. Il n'y a pas eu de dérapage, il y avait même une étonnante civilité ce soir dans les échanges d'arguments, avec pas simplement l'expression de demandes, mais aussi l'exploration chez certains participants de solutions aux problèmes évoqués, comme si chacun devenait presque un petit entrepreneur de réforme. Et ça, c'est certainement une des grandes vertus du débat. Viendra ensuite la compilation de tous ces échanges et propositions, puis la réponse politique qui devra trancher et sans doute piocher quelques-unes des idées qui remonteront de ces milliers de réunions qui se tiennent sur le territoire. Alors Philippe Dallier, le débat touche bientôt à sa fin, il reste 11 jours. Là, il va y avoir la question de comment on choisit finalement dans ces milliers de propositions et la question du choix, comment il est opéré. C'est quelque chose qui vous inquiète ? Ou qui m'inquiète, non. En tous les cas, je souhaite bien du courage à ceux qui vont tenter de faire une synthèse.
parce qu'on l'a bien vu depuis le début, parmi les gilets jaunes, d'ailleurs on ne sait pas très bien ce que ça veut dire quand on dit les gilets jaunes, mais il y a des propositions qui sont tellement différentes. Moi j'en avais trouvé une au mois de décembre, sur un gilet jaune il y avait des propositions. La première, ça venait du ras-le-bol fiscal, était interdiction de prélever plus de 25% de la richesse nationale. Ça veut dire qu'il faut faire 500 milliards d'économies par an, donc c'est rien. Et la deuxième proposition était embauche massive dans la fonction publique. Voilà, écoutez, ça résume assez bien ce qu'on peut entendre. Je pense que ça va être très difficile. Il n'y a pas que les gilets jaunes qui s'expriment dans ce débat. Non, mais là, il y a tous ceux qui veulent participer, et c'est très bien. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que les gens s'expriment souvent. Voilà, ça vient de leur tripes, ils s'expriment comme ils le ressentent. Maintenant, il y a le contexte macroéconomique, il y a les difficultés budgétaires et il y a l'endettement de la France. Il va falloir recadrer tout ça et essayer de faire une synthèse. Ça va être un exercice extrêmement difficile et je pense qu'il y aura beaucoup de déçus lorsque des propositions seront mises sur la table. Martin Baumer, il y a le risque de faire finalement plus de déçus que de contents à la fin de ce grand débat. Peut-être. Déjà, il y a plusieurs sujets qui ont été cadrés, donc je pense qu'il y aura des sorties autour de ces thèmes-là. Ensuite, il y a des choses qui devront être gérées probablement dans un agenda parlementaire, par les parlementaires. D'autres choses peut-être qui pourraient être soumises à un référendum ou à d'autres formes qu'on a de disponibles dans la démocratie. Mais ce qui est important quand même, c'est, moi je pense qu'Emmanuel Macron, il n'a pas passé tout ce temps au contact des maires, à attendre la réponse de 4 millions de Français sur la plateforme, des 10 000 réunions qui sont là, de tous les cahiers de doléances qui vont être analysés, pour ne rien faire. J'ai confiance en lui, c'est pas un homme de demi-mesure. Faire de la politique, c'est changer le quotidien. Donc, tout ce qu'on va faire derrière ça, tout ce que le président aura en tête, proposera au gouvernement puis aux parlementaires de faire, sera ambitieux, peut-être dans un temps long, parce que tout ne sera pas en même temps et tout ne sera pas à la même échelle. Il y a plein de choses qui remontent du grand débat, comme par exemple taxer le kérosène. Moi, je suis allé voir sur le site Transition écologique, il y a plein de gens qui disent taxer le kérosène. Très bien, mais ça, c'est une initiative qu'on ne pourra jamais porter au niveau national uniquement. Portons-le au niveau européen, mais du coup, ce ne sera pas une sortie de crise, là, maintenant. Benjamin Morel, sur cette compilation, c'est un exercice inédit finalement d'écoute républicaine. Ça va être amené à se reproduire à la première crise maintenant. Si vous voulez, c'est compliqué parce que c'est compliqué à organiser et qu'en effet, comme on le disait bien, c'est compliqué d'un point de vue méthodologique. Comment est-ce qu'on trie? Alors j'ai vu qu'il y allait avoir l'utilisation de logiciels, notamment à travers l'Institut Opinionway, mais malgré tout, arriver à trier des solutions, arriver à les faire remonter et arriver à donner satisfaction, ça reste compliqué. Quand on prend les enquêtes d'opinion aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a quand même deux thèmes qui se détachent magistralement, on va dire. La question du pouvoir d'achat, la question de la fiscalité. Le risque, c'est que ces deux thèmes soient un peu mis sous le boisseau au profit de questions plus institutionnelles, au profit de questions qui ont plus trait à l'organisation de l'État. Or, ces thèmes-là, ce sont les thèmes les plus compliqués dans une situation macroéconomique qui aujourd'hui n'est pas facile au niveau international et avec des marges de manœuvre budgétaires qui, de fait, sont relativement difficiles à manier. Sophie Taillé-Polian, vous n'attendez pas un changement de cap d'Emmanuel Macron à la sortie de ce grand débat quand il se fera le temps du choix ? Écoutez, je crois que la messe est dite par rapport à ça. Il n'y aura pas de changement de cap et malheureusement, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment entendu ce que disaient les gens. Je pense à savoir notamment sur la question fiscale, parce qu'il ne disait pas seulement « cessons le matraquage fiscal ». Il disait « il faut de la justice fiscale ». C'est quand même ça le message. Quand vous avez sur des dizaines de pancartes retour de l'ISF, ou d'un autre type d'impôt qui prélève sur les fortunes, et que vous avez une réponse négative très ferme du président de la République, et que dans un autre temps, vous avez des négociations sur l'assurance chômage qui vont se conclure par des décrets du gouvernement pour faire 3 milliards d'euros d'économies sur le dos des gens qui sont au chômage, je crois que la réponse politique de ce gouvernement, elle est claire, elle est complètement à rebours de ce que souhaitent les gens. Au contraire, ils essayent de faire judo en se basant sur ce soi-disant ras-le-bol fiscal pour dire « Ah comme il faut moins d'impôts, alors il faudra moins de dépenses ». Mais ce que j'observe, c'est que l'agenda du gouvernement, il se poursuit. Sur le plan santé, par exemple, nous, on attendait un moratoire sur les fermetures de maternités, l'accès aux services publics et notamment l'accès aux soins. Mais ça continue les grandes fermetures dans les petites villes. Ça se continue, l'éloignement du service public. Donc, on voit bien que sur cette orientation-là, le gouvernement, il poursuit. Et malheureusement, il n'entend pas ce qui vient profondément des gens, c'est-à-dire la demande d'égalité. D'égalité, que chacun puisse payer des impôts, mais d'égalité aussi pour l'accès aux services publics. Philippe Dallier, justement, sur cette question des services publics, vous êtes particulièrement mobilisé en Seine-Saint-Denis
finalement contre l'abandon de l'État, c'est votre formule. Est-ce que vous attendez des choses? On entend beaucoup parler des services publics dans ces grands débats. Écoutez, la Seine-Saint-Denis, c'est un cas entièrement à part, mais à part entière. Et on aimerait effectivement que l'État y soit présent à la hauteur de nos problèmes. Ça n'est pas le cas et c'est un problème. Ça peut aussi être un problème de répartition des moyens existants. Pas forcément toujours plus de moyens supplémentaires. Ça, c'est vraiment un débat. Effectivement, on se bat beaucoup là-dessus, mais je ne veux pas faire de l'amalgame. Ceci étant dit, pour Emmanuel Macron, ce qui va être difficile, c'est qu'il a été élu il y a moins de 2 ans sur un programme. Il dit toujours, et je le comprends, qu'il reste dans cette ligne-là, et il va devoir, à la suite de ce grand débat, dire comment il entend les Français qui, pour une part, enfin ceux qui se sont exprimés, ne sont pas dans la ligne politique définie par Emmanuel Macron au moment de son élection. Et dans un contexte économique et budgétaire qui est devenu extrêmement difficile, avec une croissance qui plonge. Et moi, j'aimerais bien que tous les Français prennent conscience de nos 2000 bientôt 300 milliards d'euros de dette et comprennent que ce président de la République-là ou n'importe quel autre président de la République ne pourra pas faire n'importe quoi, répondre à toutes les demandes. Et ça, effectivement, j'espère qu'à la fin de ce débat, quelqu'un aura le courage politique de le dire. Parce que laisser croire qu'après l'expression de ces 4 millions de Français, on va pouvoir, ça va être open bar et on va pouvoir répondre à toutes et à tous, dépenser plus partout, ça n'est pas vrai, ou alors on conduira ce pays à la faillite. Voilà, donc là, le président de la République va avoir un exercice extrêmement difficile et nous attendons de voir ce qu'il dira. Martin Baumer, il va falloir trouver, si on dégage des budgets pour certains choix politiques, il faudra trouver des économies en face. Oui, probablement. Mais pour revenir à ce moment de grand débat, je pense qu'il ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on parle, nous, très souvent de démocratie permanente. Il va peut-être falloir qu'on trouve aussi des nouveaux moyens de moderniser, de revitaliser cette démocratie pour se dire comment on revient en contact régulièrement. Il y a plein de méthodes qui existent et je suis désolé, on l'a fait en 58 cette constitution. Il y a des nouveaux outils, le monde a changé autour qui nous permettent d'avoir un contact plus régulier et de mettre, et pas que des parlementaires, je suis désolé, il y a plein d'autres choses qui existent, d'outils qui nous permettraient de faire ça. Donc moi, je trouve ça très intéressant qu'on se dise aussi comment on sort de ça pour continuer à maintenir une consultation quasi permanente de notre démocratie. Et oui, et c'est sûr qu'il va falloir faire des choix, il va falloir demander concrètement, les Français, ils ont peut-être envie qu'on fasse plus de choix à un endroit ou à un autre, et ça sert à ça, ce grand débat. Je ne laisserai pas à dire ce qui est faux sur les maternités, mais on est en train d'ouvrir 400 hôpitaux de proximité dans les années qui viennent, sauf que la mauvaise foi, c'est de dire qu'on crée un hôpital en une année, ça prend des années d'avoir des médecins, d'enlever le numerus clausus pour reformer des médecins. Aujourd'hui, on crée 400 hôpitaux de proximité. Mais c'est le cas. Mais écoutez, mais non, vous concentrez... le dossier de presse, voilà. Ce qui est important, c'est de dire que regardez un peu la réalité. On ne change pas 40 ans de politique publique en un an et demi. Nous, on a dit qu'on faisait des réformes arrêtez de laisser croire que on commence doucement. Et à passer par perte et ça prend plusieurs années. Donc, on va prendre plusieurs années, mais on va les construire. Je pensais qu'ils avaient compris chez La République En Marche que le nouveau monde, etc. Vous verrez quand vous aurez un peu plus d'expérience que la Constitution de la 5e République, elle a bien des qualités. Et la première d'entre elles, ça a été à Emmanuel Macron de passer cette crise. La réalité, c'est pas les dossiers de presse, monsieur. Il provoque le débat, on aura l'occasion de revenir dessus. Merci à vous d'avoir participé à celui-là. Le gouvernement, lui, il a repris la main sur l'assurance chômage suite à l'échec des négociations entre syndicats et patronat sur cette épineuse question. Muriel Pénicaud finit de recevoir les partenaires sociaux aujourd'hui pour tenter d'arbitrer certains points sensibles. Les explications de Jordan Klein. 3 mois de négociations avec les partenaires sociaux et aucun accord. Et pourtant, le Premier ministre l'assure, le détail des mesures sur l'assurance chômage devrait être présenté au printemps prochain, puis devrait faire l'objet d'un décret durant l'été. Car c'est bien le gouvernement qui reprend la main sur ce dossier. Et parmi les idées mises sur la table, la possibilité de mettre en place la dégressivité des allocations chômage. Il faudra, entre guillemets, mettre la pression à celui qui cherche un boulot pour qu'il se bouge un peu. Mais là encore, c'est un point de vue totalement démagogique de penser que les gens qui sont au travail, et y compris bien sûr les cadres, ne chercheraient pas du travail. Quand on est au chômage, c'est un drame pour la famille, c'est un drame personnel. Et si c'est un coup politique, alors là c'est encore plus grave. C'est l'exacte définition de ce qu'on appelle le populisme. Avec cette réforme, le gouvernement souhaiterait économiser 4 milliards d'euros. Pour la CGT, la proposition ne passe pas et il dénonce la volonté de l'exécutif de vouloir rogner le plafond des indemnités. Pour eux, ce serait un nivellement par le bas. C'est comme quand vous faites un problème de maths.
normalement, vous avez un énoncé, et c'est celui qui bûche qui doit trouver la solution. Lui, il donne la solution, économiser 4 milliards d'euros, et c'est à nous de trouver l'énoncé. C'est l'inverse. Et t'es pipé, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je vous cite, je vous prends en exemple un problème de maths. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, qui est responsable qui ne veut pas du bonus-malus? C'est le MEDEF. Le bonus-malus, c'est aussi sur ce point que les négociations ont échoué. Le principe, augmenter les cotisations patronales des entreprises qui ont fréquemment recours aux contrats courts, et les baisser pour les employeurs avec des effectifs plus stables. Un mécanisme dont le patronat ne veut absolument pas. La ministre du Travail termine ce soir un dernier tour de table avec les différents partenaires sociaux. Et on rejoint Tam Tranui en salle des conférences du Sénat. Tam Tranui est avec Martin Lévrier, sénateur La République En Marche des Yvelines. Martin Lévrier, votre réaction au fait que le gouvernement estime que les partenaires sociaux ont échoué à se concerter autour de l'assurance chômage. Au contraire, les partenaires sociaux jugent que eux, la lettre de cadrage imposée par le gouvernement était beaucoup trop contraignante. Bonjour, mon premier constat, c'est que de toute façon, c'est un échec. Et qu'un échec n'est pas une bonne nouvelle et que donc il faut retravailler tous ensemble parce que le chômage est trop important dans notre pays. On est un des derniers pays européens à avancer sérieusement sur ce sujet. Donc de toute façon, c'est un échec pour tout le monde. Et donc il faut retravailler et il faudra trouver des solutions intelligentes qui nous sortent de ce chômage de masse dans lequel, malheureusement, depuis 30 ans, nous nous sommes installés. À qui la faute pour vous, alors que cela fait des mois que les partenaires sociaux sont lancés dans une grande concertation? La faute à tout le monde et à personne. Peut-être que l'aide de cadrage était très optimiste. Il y avait vraiment une volonté d'avancer vite et bien parce que les mesures que nous avons prises depuis 1 an et demi donnent déjà des résultats et de très bons résultats. Donc on a envie d'aller de plus en plus vite et de plus en plus fort pour enfin sortir de ce cancer français. Alors peut-être qu'on a demandé trop de choses dans un premier temps, mais je crois malheureusement que les partenaires sociaux ont pris peur et que la peur ne conduit pas à des bonnes solutions. Il faut qu'ils reprennent la main et qu'ils retravaillent avec nous pour trouver les bonnes solutions. Hier, Philippe Martinez a dénoncé le populisme d'Emmanuel Macron. Il a rappelé que la lettre de cadrage imposait 4 milliards d'euros d'économies. Oui, 4 milliards d'euros d'économie, ça paraît tout à fait normal. D'abord, c'est pas sur 1 an, c'est sur plusieurs années. Et 4 milliards d'euros d'économie, c'est normal dans un chômage qui baisse aussi aujourd'hui en France et dans des systèmes français qui coûtent très cher pour avoir de très mauvais résultats. Donc l'objectif économique n'est pas choquant en soi. Le mot populisme est encore plus choquant parce que quand on parle de gens qui sont au chômage et en particulier dans un chômage de longue durée, on ne doit pas se permettre ce genre de mots. On voit donc l'opposition des syndicats. Ça coince aussi du côté du patronat, notamment sur la question du bonus-malus. Est-ce que vous comprenez les réticences du patronat en la matière? Je comprends toujours les inquiétudes quand on est installé dans un système depuis 30 ans. Et un système qui donne le sentiment de fonctionner parce qu'il rend service à certaines entreprises, parce qu'il rend service à certains salariés. Je donne quelques exemples. Pour à peu près 20% des chômeurs aujourd'hui, entre guillemets, entre en précarité, c'est des gens qui font moins d'un temps plein pendant une année. S'ils s'arrêtent de travailler complètement et qu'ils n'ont le chômage, ils toucheront plus que leur chômage pour des gens qui sont au SMIC. C'est un système anormal. Donc c'est un système complètement anormal qui coûte très cher, qui ne rend service à personne, sauf en microéconomie, dans certains critères. Et tout changement fait peur, mais il faut changer le système parce qu'il ne rend pas service aux entreprises et il ne rend pas service aux salariés. Le problème du bonus-malus, par exemple, selon la CPME, c'est que ça revient à pénaliser les entreprises en fonction de leur taux de rupture de contrat, mais sans prendre en compte les emplois créés. Alors, est-ce qu'on peut trouver quelque chose de plus équilibré? Il y a peut-être des systèmes, tout est mis sur la table, on l'a encore remis sur la table et on l'a redit, donc toute bonne idée est intéressante. Encore faut-il proposer des vraies idées qui soient partageables. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Seul le gouvernement propose des vraies idées. Aux partenaires sociaux de reprendre une nouvelle fois la main pour proposer d'autres idées s'il y en a des meilleures. Nous sommes toujours ouverts à de bonnes idées pour se battre contre le chômage. Un mot pour conclure sur la question de l'indemnisation des cadres. Selon vous, est-elle trop importante aujourd'hui en France? En tout cas, elle est beaucoup plus importante que dans la plupart des pays européens. À titre d'exemple, elle est 3 fois plus importante en France qu'en Allemagne. La question mérite d'être posée, surtout que le chômage des cadres est très faible. On est à 3,5, c'est-à-dire quasiment pas de chômage. Donc une durée de temps de chômage très courte. Donc il est normal qu'on se pose ces questions pour accélérer encore cette rapidité de retrouver du travail. Eh bien, merci beaucoup Martin Lévrier d'avoir répondu à mes questions. Merci. Emmanuel Macron lance sa campagne des élections européennes, un entretien, une chaîne italienne hier et une tribune à venir dans les journaux de la presse quotidienne régionale avec un mot d'ordre, reprendre le contrôle de l'Europe avec des propositions concrètes. Maïla Mendy. Jouer l'apaisement, c'est sur cette note qu'Emmanuel Macron a officiellement lancé la campagne des européennes. Pas étonnant donc qu'il ait choisi la Rai Uno, première chaîne publique italienne, pour faire passer ce message. Ces derniers mois, les relations avec l'Italie étaient très tendues. Et même si Emmanuel Macron s'est livré à un exercice de
Calinothérapie durant l'interview, il a aussi tensé le danger eurosceptique du gouvernement italien. Je ne crois pas que la réponse, ce soit l'Europe des nationalistes. Je ne crois pas que la réponse soit dans la simplification du message de certains nationalistes. Aucun pays, aucun en Europe, ni l'Italie ni la France, ne réglera les problèmes qui sont les siens en s'opposant aux autres pays européens. Une Europe forte, unie et souveraine, c'est le vœu d'Emmanuel Macron. Un vœu transmis par le biais d'une tribune qui sera diffusée dans plusieurs quotidiens européens. Mais un vœu transmis par qui? Un nom revient souvent, celui d'Agnès Buzyn, actuelle ministre de la Santé. Mais pour les observateurs des questions européennes, c'est sur toute la liste qu'il faudra faire les bons choix. Pourquoi pas Agnès Buzyn? Après, il faut voir qui est sur la liste. Ce qui est important, c'est que cette personne ne soit pas forcément du sérail rapproché de M. Macron. On lui reproche de fonctionner sur un cercle extrêmement fermé. Les membres de la liste des européennes et le programme, tout devrait se préciser après le 15 mars, jour de fin du grand débat national. Et pour évoquer cette campagne des européennes, j'accueille sur le plateau mes invités. Karine Gloanec-Morin, bonjour. Vous êtes députée européenne socialiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Ryan Nezar, bonjour. Bonjour. Professeur d'économie à Paris-Dauphine et membre de La République En Marche. Christian Lecken, professeur à Sciences Po Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, Laurent Marchand, éditorialiste politique étrangère à Ouest France et ancien correspondant en Italie. Bienvenue à vous. Merci. Justement vers vous, puisque vous avez cette offensive médiatique présidentielle. Elle a débuté par un entretien à la RAI, une télévision publique italienne. Est-ce que ce choix de s'adresser aux Italiens pour finalement lancer cette campagne, pour vous, il est judicieux ? C'était assez fin hier soir parce que la barre était haute. Il fallait résorber un clash qui avait été assez violent quand même avec le gouvernement et les deux partis de gouvernement italiens. Et il a choisi un ton de modération pour concilier, calmer manifestement le jeu, pour séduire aussi. Donc de ce point de vue-là, c'est une opération réussie. Et puis on a bien senti au fil de l'émission qu'il voulait placer le débat à une certaine hauteur, ce qui tranchait quand même avec les invectives de Di Maio ou de Salvini, mais surtout s'adresser directement aux Italiens. Il a terminé l'interview d'ailleurs en s'adressant face caméra aux Italiens, et je crois que ça c'est quand même une nouveauté, parce que jamais une campagne européenne n'aurait aussi été transnationale. C'est même un paradoxe. L'Europe n'aura jamais été autant menacée et en même temps, on voit bien que les cloisons ne sont pas étanches. D'un pays à l'autre, la campagne déborde. Et lui, il le sait. Et non seulement il le sait, mais il mise là-dessus. Et c'est pour ça qu'il a choisi de s'adresser directement aux Italiens. Je crois que c'était un vrai début de campagne européenne. Christian Lecken, l'Italie, c'est un pays qui est gouverné par deux partis populistes, eurosceptiques. C'est pour cela qu'il a choisi, lui qui veut mener campagne finalement contre ces populismes ? Oui, bien sûr, je pense que ça n'est pas gratuit, mais c'est aussi un pays avec lequel la relation bilatérale a été difficile, puisqu'on est allé jusqu'à rappeler notre ambassadeur, l'ambassadeur de France, suite, vous savez, à la visite de M. Di Maio aux Gilets jaunes. Voilà. Donc, je pense que oui, et ça correspond tout à fait à ce qui vient d'être dit sur cette idée d'Emmanuel Macron de donner une véritable dimension européenne à la campagne, en adressant à l'ensemble des Européens le message, vous savez, aujourd'hui, il y a ceux qui croient encore en l'Europe, et puis de l'autre, il y a les nationalistes, les populistes, et nous sommes tous dans ce bateau. Donc, éviter aussi de faire en sorte, je crois que c'est ça le message, que ces élections soient simplement des élections nationales déguisées. Et je crois que c'est effectivement le grand paradoxe. Plus on a d'euroscepticisme, et plus les élections européennes ont une dimension transnationale. Ryan Nezar, pourquoi ne pas choisir tout simplement de s'adresser aux Français quand on est chef de l'État français pour finalement donner un peu le coup d'envoi de cette campagne des européennes ? Hier, le président a voulu adresser un message d'abord en effet aux citoyens italiens avec deux convictions. La première conviction, c'est que l'Europe a besoin de l'Italie. L'Italie, je le rappelle quand même, c'est un des membres fondateurs du traité de Rome en 1957. L'Italie, ce sera, après le Brexit, la troisième économie européenne. C'est une part intégrante aussi de notre culture européenne, le président l'a rappelé. Mais le deuxième message, c'est que l'Italie a aussi besoin de l'Europe, contrairement, y compris à ce que certaines ou certains peuvent prétendre. Prenons simplement deux exemples. En matière de gestion de la monnaie, l'euro est une protection pour les Italiens comme pour d'autres peuples qui, sinon, pourraient voir leur monnaie nationale attaquée sur les marchés financiers. Nous avons besoin de plus d'investissements publics en Europe et notamment sur la transition écologique. Deuxième exemple, sur la question migratoire. L'Italie
a subi aussi le défaut de solidarité des autres pays européens dans l'accueil des demandeurs d'asile et dans l'intégration des réfugiés. Donc c'était ces deux messages. Maintenant, la tribune qui sera publiée, elle sera adressée à l'ensemble des citoyens européens, traduite dans les 24 langues de l'Union. Son message, ce sera simple. Nous avons, à la fin du mois de mai prochain, une campagne décisive pour notre avenir. Voulons-nous en effet laisser l'Europe se déconstruire ou voulons-nous nous relever les manches et prendre en main d'une certaine manière notre destin? Karine Gloanec-Morin, vous êtes députée européenne socialiste, mais votre groupe, il s'appelle les progressistes. On entend beaucoup parler, les progressistes contre les populistes. Est-ce que dans ce combat-là d'Emmanuel Macron, vous le rejoignez sur cette question-là, en tout cas? Progressiste, c'est un mot qui nous appartient vraiment de longue date au sein du Parlement européen, au sein de notre groupe politique social et démocrate, mais aussi au sein de notre parti politique. J'aime à rappeler que le Parti socialiste a aussi un parti européen. Et quand on adhère au Parti socialiste, on adhère aussi au Parti socialiste européen. C'est une formule qui n'existe pas dans tous les partis français et les autres partis. Et donc, le mot progressiste est un peu un hold-up que nous ressentons vis-à-vis d'Emmanuel Macron. C'est une OPA d'Emmanuel Macron. Absolument, parce que c'est un mot que nous utilisons de longue date et qui vraiment réunit des forces de gauche très clairement identifiées à gauche. Aussi, nous aurons un débat sur sans doute sur cette confusion qui est organisée sans doute sciemment, parce que c'est vrai que la dimension progressiste, elle a beaucoup accompagné la construction européenne. Comment se différencier justement quand on est socialiste de la liste d'Emmanuel Macron contre les populistes? Écoutez, on ne va pas bouder une action d'un président de la République qui se revendique très européen. Moi, ce que je crains, c'est qu'il y ait justement, et vous l'avez signalé avec le mot progressiste, des confusions qui soient apportées lors de cette campagne et qui ne nous permettent pas d'assumer chacun nos valeurs et qui entretiennent une confusion en annonçant qu'il n'y aurait que deux camps, les pro-européens et puis les eurosceptiques. Moi, je pense qu'il y a une autre voie, une voie clairement avec des valeurs progressistes, avec des valeurs de gauche, des valeurs de justice sociale, de justice fiscale, qui a aussi lieu d'être dans cette campagne. Et nous allons trouver, bien sûr, nous-mêmes, les mots et la place d'exprimer cette voie aussi qu'il faut offrir à nos concitoyens européens. Laurent Marchand, ce choix d'Emmanuel Macron, finalement, d'un choix binaire, c'est une volonté d'écarter les autres forces politiques européennes? Je mettrais un bémol dans le sens où il est parti très fort sur ce choix binaire en semblant vouloir, il y a quelques mois, charger le trait très fort. Il a mis beaucoup de bémols depuis, parce qu'il a vu la réaction. Donc, déjà, je crois qu'on n'est plus au même stade qu'il y a 3 mois, par exemple. Ensuite, le clivage, ce n'est pas Macron qui le crée. Le clivage existe, indépendamment de Macron, avec ou sans Macron. Et on le voit bien. D'ailleurs, hier soir, c'est là que c'était intéressant, c'est que Salvini, qui est assez malin, pour la première fois, n'a fait aucun tweet, depuis des mois. Un silence assez surprenant. Ça veut donc dire que est en train de se jouer une bataille politique qui est déjà au-delà du fameux clivage, qui était une sorte de pré-campagne il y a quelques semaines. On est rentré dans autre chose, parce que là, on va rentrer dans le dur. D'abord, les partis vont devoir faire des alliances à Strasbourg. Donc, vont-ils faire campagne? Ça, j'aimerais vous entendre sur on va s'allier avec les autres. Parce que si chacun dans son pays fait une fausse campagne l'un contre l'autre et est obligé de s'allier par le jeu des coalitions au Parlement européen, on va avoir très vite une perte de crédibilité devant les électeurs. Et puis, il y a un jeu très important. Il y a le président de la BCE, le président de la Commission, le président du Parlement, la diplomatie européenne. Des postes très importants qui sont en jeu, et je crois qu'aucun chef de gouvernement, aucun parti politique actuellement aux affaires n'a envie d'être coupé de ce grand jeu de chaises musicales des prochains mois. Donc on va probablement voir certains populistes avoir une position plus politique et moins radicale, et d'autres, comme Macron, il a commencé par l'Italie et c'est par hasard, mettre un peu de bémol par rapport à ce clivage qui de toute façon existe. Il est éclatant dans les urnes et dans tout le paysage politique européen. Ryan Nezar, justement cette question, il n'y a pas de ni droite ni gauche forcément comme ça au Parlement européen, il va falloir trouver une place à En Marche. Le progressisme, il se conjugue au pluriel. Nul n'en a jamais prétendu le contraire. Nous n'avons pas besoin d'opposer des projets progressistes. Je prends quelques exemples. Hier, nous étions ensemble pour réviser la directive sur le travail détaché. Elle datait de 1996, elle rendait possible le dumping social et elle a produit une partie de cette montée du populisme. Si l'on prend par exemple les justifications du vote Brexit au Royaume-Uni,
une partie tirait argument de ce que des travailleurs détachés venaient tirer à la baisse les salaires. Cette directive, elle a été révisée grâce à l'engagement de ministres, vous le savez, du président, mais évidemment d'autres alliés européens, grâce aussi au vote de parlementaires. Je crois qu'il faut chacune et chacun s'en réjouir. Sur la taxation des géants du numérique, on a aujourd'hui des grandes entreprises internationales qui échappent quasiment à l'impôt et qui ne contribuent pas au financement des biens publics. Je crois qu'on peut être ensemble sur ce combat. Je crois que demain, on peut être aussi ensemble sur le combat pour le New Deal écologique. Il manque, la Cour des comptes européenne le documente, il manque 100 milliards d'euros d'investissement par an au niveau européen pour financer cette transition écologique. Et si on ne le fait pas, on passera à côté des engagements qu'on a pris nous-mêmes dans les accords de Paris. Donc sur tous ces sujets, moi, je n'ai pas d'adversaire progressiste. Je crois que ce sera notre ligne. J'en termine par là. Nous avons 2 adversaires dans cette campagne qui sont nommément désignés. Le Front National, parce qu'il porte en effet un projet nationaliste, et nous avons aussi un adversaire dont on ne parle pas souvent, mais qui est l'abstention. Parce que la dernière fois, 75% des jeunes n'ont pas été votés, et ça, je crois que c'est aussi un échec collectif. Christian Lequesne, il va falloir réussir à se trouver une place pour le parti d'Emmanuel Macron au niveau européen, lui qui avait fait presque un hold-up au niveau national. Oui, bien sûr, et c'est toute la stratégie de Macron, c'est-à-dire elle consiste à vouloir trouver une place nouvelle en essayant de mettre de côté, autant qu'il puisse le faire, les partis traditionnels. Sauf qu'à mon avis, ça ne peut marcher que s'il y a quand même une alliance qui est faite avec un de ces partis traditionnels. Et avec lequel ? Moi, je pense que ce sont les libéraux. Libéraux au sens du parti libéral européen. Et d'ailleurs, il y a eu des offres qui ont été faites assez tôt. On n'y a pas répondu parce que en France, vous savez, c'est toujours un peu risqué d'accepter de faire alliance avec des libéraux. Quand vous êtes libéral en France, vous êtes simplement néolibéral. Hein, c'est-à-dire, on oublie que derrière le libéralisme, il y a aussi tout un tas de valeurs politique, la défense de l'état de droit et pas simplement cette idée selon laquelle le marché devrait tout réguler. Voilà. Donc on comprend la prudence, mais je ne vois pas comment ça peut véritablement marcher, ce nouveau groupe politique, s'il n'y a pas une forme d'alliance qui est faite avec le parti de M. Verhofstadt actuellement. Karine Gloanec-Morin, quelle différence il y a aujourd'hui entre des sociodémocrates, entre des progressistes, entre des libéraux au Parlement européen? Est-ce que finalement il n'y a pas une grande base commune? Je réagis sur les propos de l'intervenant Ryan Neza. En fait, il faut regarder les votes très clairement. Le groupe auquel fait allusion Christian à l'instant indique que globalement, c'est vrai que le groupe issu d'un vote réuni par La République en marche rejoindrait le groupe Adlé, le groupe des libéraux, le groupe de M. Verhofstadt au Parlement européen. Il y a des sujets que vous avez évoqués sur lesquels nous avons eu des débats avec les libéraux. Et ça n'est pas une évidence, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, que sur les travailleurs détachés, tous les libéraux votent d'une même voix, alors que le groupe social-démocrate a voté d'une même voix. Évidemment sur les travailleurs détachés, sur la lutte contre l'engagement fiscal des grands géants du numérique. En effet, nous avons ce débat régulièrement parce que c'est vraiment un scandale que les plus gros géants du numérique se soustraient de l'impôt. C'est vrai qu'on a ce débat, mais il existe avec nos collègues Adlé. Donc il n'y a pas non une évidence comme vous aviez l'audace de le dire tout à l'heure. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et en fait, les alliances que nous cherchons au niveau du Parlement européen, moi j'aimerais bien rappeler aussi à nos concitoyens, s'ils nous écoutent aujourd'hui, qu'il ne faut pas confondre les coalitions et des alliances. Il y a, c'est vrai, des groupes politiques qui réunissent différents partis politiques nationaux. Et ça, c'est le cas des sociodémocrates, c'est le cas d'Adlé, c'est le cas du PPE qui réunit des partis nationaux différents. Mais il y a ensuite, au moment du travail et pour accéder et pour pouvoir faire voter les textes, des alliances possibles avec des partis extrêmement divers. Alors, on ne travaille jamais, c'est vrai, avec les extrêmes parce que notre ennemi, vous avez raison, notre adversaire principal, c'est vrai, vous
avez raison de le dire, ce sont les partis qui sont eurosceptiques, mais nous cherchons, pour que les textes soient votés au Parlement européen, des alliances qui sont tout à fait nécessaires au niveau européen. Donc il ne faut pas confondre ces deux domaines. Ryan Nezar, est-ce que c'est compliqué de partir aux européennes en France avec l'étiquette libérale? C'est pour ça qu'Emmanuel Macron il a choisi le terme progressisme. Mais nous n'existions pas en 2014. Donc, dans le Parlement européen, dans lequel en effet la coalition aujourd'hui regroupe des sociodémocrates et le PPE, c'est-à-dire le Parti conservateur européen, la République en marche n'en fait pas partie puisque nous n'étions pas là en 2014. Et d'ailleurs, vous aurez noté qu'un grand nombre de partis politiques qui demain seront représentés au Parlement européen n'existaient pas eux-mêmes en 2014 puisque depuis, les paysages politiques nationaux ont changé. Et nous avons vu, d'élection en élection, l'effondrement, qu'on le veuille ou non, le déclin des partis traditionnels de gouvernement et l'émergence de partis écologistes, centristes et aussi nationalistes, il faut le voir en face. Maintenant, pour demain, pour l'avenir, c'est une élection à la proportionnelle. Vous le savez comme moi. Et donc, nous aurons nécessairement, le lendemain de l'élection, une coalition. Nous, ce que nous voulons, ce que nous appelons de nos voeux, c'est le fait de bouger profondément les lignes. Quand nous parlons, je crois qu'encore une fois, ce sera un combat commun, j'en suis certain, quand nous parlons de cette question des géants du numérique, c'est pas pour se faire plaisir, pour aller taxer une ou deux entreprises qu'on n'aimerait pas à titre individuel. C'est parce qu'on a aujourd'hui des États qui sont endettés, qu'on a un budget européen, vous le savez très bien, on en discutait tout à l'heure à la commission des budgets, vous le voyez, le budget européen reste ridiculement faible, à 1% de la richesse européenne, et donc on a besoin de l'abonder avec de nouvelles ressources. Et donc, ce sera des combats. Emmanuel Macron, il l'a déjà eu à Athènes, il l'a eu à la Sorbonne, et on a l'impression que ça n'a pas forcément bougé. Est-ce qu'il est confronté aussi au temps long européen, contrairement au temps plus immédiat au niveau français? Sur le travail détaché, ça a bougé. Sur la défense européenne, regardez comment on a bougé. La dernière fois qu'on avait parlé de défense européenne, c'était en 1954. On a fait des avancées. Oui, mais on a fait des avancées fin 2017 qui étaient inédites historiquement. Et donc, on a aujourd'hui 25 pays engagés dans une coopération structurée permanente. Qui l'eût cru avant? Et on va avoir des investissements communs à hauteur de 1,5 milliard par an. Donc c'est très bien. Maintenant, sur la zone euro, sur les GAFAM, sur l'asile, on n'a pas encore tout avancé. Et on le reconnaît parfaitement humblement. Il va falloir travailler, on est d'accord. Laurent Marchand, justement, on va revenir sur cette question de l'asile, puisqu'Emmanuel Macron, il l'a évoqué hier aux Italiens, parce qu'ils sont confrontés à cette vague migratoire. Et il a été moins dur que précédemment sur le comportement du gouvernement italien. Ça va être un des dossiers clés de cette élection européenne. Oui, il touchait un grand brûlé, il faut dire. Donc il a un peu fait amende honorable et il a dit et répété que les Italiens avaient été seuls et en première ligne, mais en disant dans le même temps que c'était un sujet hypersensible pour chacun des pays. Donc, en disant en substance, n'attendez pas pour autant à ce qu'on ouvre la frontière. Vous savez qu'en Italie, les images tournées à la frontière franco-italienne de la police française reportant des réfugiés ont eu un impact sur l'opinion publique considérable, parce que ça parlait plus que tous les discours. Donc hier, il a effectivement passé pas mal de pommade sur une Italie qui a été, et c'est objectif, laissée seule, mais sans pour autant se pousser jusqu'à une solidarité unilatérale de la France. Donc ça va être sur la table, on verra si ce sera dans la tribune parmi les propositions d'ailleurs. Christian Lecagne, il y a une attente sur des propositions en matière d'immigration et des propositions européennes, pas forcément laisser les États faire un peu comme ils veulent? C'est une des attentes parmi d'autres. Je pense que tous les pro-européens aujourd'hui, dans ce continent, effectivement, ont tendance à se tourner vers Emmanuel Macron pour qu'il fasse des propositions un peu ambitieuses. Il est le seul homme politique en mesure aujourd'hui en Europe de faire ces propositions. Et ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, il a du mal à trouver des soutiens parce qu'il est un peu décalé par rapport au paysage politique global de l'Europe, où il y a au contraire une montée du souverainisme, une montée du nationalisme, disons les choses franchement. Mais moi je le vois bien d'ailleurs dans mes voyages en Europe, je voyage pas mal, à la fois à l'Est et à l'Ouest. Tous les pro-européens attendent d'Emmanuel Macron un signal qui soit un signal positif pour l'ensemble de l'Europe. Oui, il a une dimension européenne, ce président. Et quelque part, il est même plus populaire, mais ça arrive souvent avec les hommes politiques. Oui, exactement. Il est plus populaire à l'extérieur de son pays qu'il ne l'est dans son propre pays. Karine Gloanec-Morin, sur cette thématique migratoire, quelle réponse de l'Europe? Est-ce qu'il faut une réponse plus forte de l'Europe unie sur cette question?
Écoutez, depuis 2014, le groupe auquel j'appartiens demande qu'il y ait une organisation plus européenne de l'accueil des réfugiés. Et donc, ça n'est pas une nouveauté que Emmanuel Macron demande. Je crois qu'il appelle ça une académie européenne de l'immigration. Ça n'est pas du tout une nouveauté. C'est quelque chose qui est demandé déjà depuis 2014, avant la crise de 2015. Donc, avec une conscience que ce sujet doit être traité au niveau européen et dans une protection aussi. Est-ce que lui, au niveau français, est un exemple de l'accueil des réfugiés Justement, on peut se poser la question. Il le demande au niveau européen et puis quand il s'agit d'accueillir 70 personnes qui sont bloquées dans un navire en pleine mer, il n'ouvre pas ses ports. Donc il y a un discours, mais c'est vraiment fréquent. Au bout de 2 ans de gouvernance macronienne, on va dire, on peut constater qu'il y a les mots, il y a les mots justes, il y a une bonne analyse, mais que dans les faits, il y a une manière de réagir qui retourne toujours vers, et nous le constatons avec beaucoup d'assiduité, toujours vers le libéralisme. C'est toujours un recul libéral qui est confronté aux belles idées que pourrait porter Emmanuel Macron. Vous dites sur les GAFA, c'est bien de porter cette idée, mais pourquoi porter cette idée au niveau européen, ce qui est juste et ce que nous revendiquons, et en France refuser de... Non, et en France, bien sûr, ça a été fait sur les GAFA, sur les groupes Internet, mais par contre, quand on s'adresse aux Français, renoncer à l'ISF, ça c'est impossible et c'est pourtant du même ressort de la justice fiscale. La justice fiscale, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai, le budget européen qui est ridicule, hein, moins d'1% du PIB européen, c'est un budget ridicule et que nous voulons faire progresser. D'ailleurs, j'ai fait partie de la conciliation du budget 2019. Les 2 États, et c'est assez étonnant, les 2 États qui ont refusé d'activer un outil de mécanisme financier du règlement financier européen qui permettait de reporter des financements de 2017 à 2019, ce sont les 2 États qui ont refusé, c'est la France et l'Allemagne. Alors il y a de belles idées avancées, mais dans les faits, moi, je peux vous dire que la France n'est pas aussi vertueuse. Vous me permettez simplement, vous avez raison de dire que la politique d'Emmanuel Macron en matière migratoire est beaucoup plus prudente que ce que l'on dit parfois, parce qu'il a des mouvements d'opinion publique qui l'obligent à le faire. Mais ça n'est pas libéral, justement. Les libéraux, eux, seraient favorables à ce qu'il y ait des grands flux de migration. Les libéraux ne sont pas favorables au fait de contrôler les frontières. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il ne faut pas diaboliser ce mot libéral. Ryan Nezar, on évoquait l'opinion publique. Est-ce qu'on peut aller aux élections européennes en prônant plus d'Europe? Vous dites qu'il faudrait plus de budget, plus de décisions européennes. Ça va être ça, cette campagne des Français, prôner plus d'Europe? Mais les Français, ils sont prêts. Les Français sont attachés à l'Europe. Regardez l'Eurobaromètre. Vous avez 2/3 des Français qui restent attachés à la construction européenne, qui disent « mon pays, ma terre, elle va mieux dans l'Europe que ce qu'elle serait sans l'Europe ». Et d'ailleurs, je crois que le Brexit, à cet égard, sert de contre-exemple flagrant. En revanche, ce que disent aussi les Françaises et les Français, c'est au 4/5e, ils sont pessimistes pour l'avenir de cette Europe, parce que les bonnes décisions ne sont pas prises. Je rebondis juste sur l'asile. D'abord, il faut distinguer l'asile de l'immigration de droit commun. Absolument. On parle ici d'une politique européenne en matière d'intégration et d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, pas des immigrés économiques. S'agissant de l'asile, quelle est la situation aujourd'hui? Vous la connaissez. Vous avez une seule convention de Genève de 51 qui régit l'accès au statut de réfugié et d'apatride, et vous avez 27 interprétations, ou 28, avec le Royaume-Uni dans l'Union européenne. C'est évidemment intolérable. Il faudra demain avoir une agence commune sur l'asile qui édicte des recommandations pour avoir des critères harmonisés d'examen de ces demandes d'asile, qu'on n'ait pas des divergences incroyables comme aujourd'hui. Il faudra avoir des moyens sur l'intégration des financements. Aujourd'hui, il y a le FAMI, le Fonds Asile, Migration et Intégration, qui existe. De mémoire, c'est 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Il a progressé. Tout à fait, mais pas assez. Et donc, il va falloir cibler les financements sur l'intégration dans les pays qui accueillent en effet, et pas dans les pays qui n'accueillent pas. De Dublin, il faut vraiment, et je pense que nous avons tous à revenir sur l'accord de Dublin, qui est un accord qui est un non-sens pour l'accueil des... Ça va bientôt être la fin de ce débat. Je voulais avoir votre opinion, Ryan Nezar, sur qui finalement pour porter ce projet, parce qu'on a entendu Emmanuel Macron, il n'est pas candidat aux européennes. Est-ce qu'Agnès Buzyn, son nom circule beaucoup,
ferait une bonne candidate pour les élections européennes? Alors Emmanuel Macron n'est pas candidat, ça je vous le confirme. Non, moi je ne me livrerai pas au jeu du commentaire. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est qu'on aura sur cette liste 79, ça a été dit dans le reportage, c'est pas une tête de liste, c'est tout un ensemble de candidates et de candidats, 79 personnalités qui seront convaincues par cette Europe et qui feront campagne parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Merci à tous les quatre d'avoir été mes invités. C'est déjà la fin de ce débat. Et enfin, c'est le prochain grand texte examiné au Sénat. La loi mobilité arrive cette semaine en commission à la Chambre haute. Et les élus du Palais du Luxembourg comptent peser sur ce texte avec déjà 600 amendements déposés. Les enjeux de ce projet de loi vous sont présentés par Marie Brémaud. Ce sont déjà 624 amendements déposés ici au Sénat. Et les enjeux sont importants puisqu'il s'agit d'écrire le cadre général des politiques de mobilité pour les 10 ans à venir, même si au Sénat on pousse le gouvernement à avoir une vision plus lointaine et à s'engager sur 25 ans. La grande incertitude de ce projet de loi mobilité concerne le financement. À partir de 2020, il manquerait 500 millions d'euros chaque année pour financer les infrastructures et les politiques publiques en matière de transport. Le Sénat propose de flécher l'intégralité de la hausse de la taxe sur les carburants, soit la TIPCE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, vers le financement des infrastructures de transport. Une disposition à laquelle la ministre des Transports n'est pas défavorable, mais qui n'a pas les faveurs de Bercy. Autre point du texte en débat, la gouvernance en matière de transport. Les sénateurs veulent donner encore plus de marge de liberté et de décision aux élus locaux, c'est-à-dire aux régions et aux intercommunalités. Jusqu'à l'examen en séance à la mi-mars, les sénateurs espèrent négocier avec l'exécutif plusieurs dispositions. Et on prend la direction de la salle des conférences du Sénat, où Tam Tranui se trouve aux côtés du rapporteur du texte, le sénateur Les Républicains de la Vendée, Didier Mandelli. Oui, Didier Mandelli, beaucoup d'acteurs du secteur et aussi beaucoup de sénateurs jugent que le principal problème de la loi LOM, eh bien, c'est son financement. C'est vous aussi votre grande inquiétude ? Oui, c'est le premier constat que nous avons pu faire après le dépôt de ce projet de loi ici au Sénat en novembre. Nous avons tenté d'y remédier. Oui, vous avez notamment choisi de flécher la TICPE, c'est-à-dire la taxe sur les carburants, vers l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, l'AFIT. Oui, entre autres, puisque ce financement, en réalité, il était prévu à la suite de l'abandon de l'écotaxe, puisque un prélèvement de 2 centimes sur les véhicules perso et 4 centimes sur les poids lourds était destiné à financer justement cette carence liée à l'abandon de l'écotaxe. Et en réalité, ce produit représente aujourd'hui 1,9 milliard d'euros et l'AFIT ne s'en voit octroyer que 1,2 million. 200 millions, 1,2 milliard. Donc nous, on vient réaffecter les 700 millions d'euros manquants à l'AFIT tout simplement, comme c'était prévu à l'origine en 2015. Vous regrettez l'abandon de l'écotaxe. Vous jugez qu'il aurait fallu trouver un moyen de taxer au moins les poids lourds étrangers ? Alors, on n'a pas de regret à avoir. C'est la décision qui a été prise à l'époque, qui nous a encore coûté sur le budget de l'AFIT d'ailleurs un peu plus de 350 millions d'euros en 2018 et encore quelques dizaines de millions d'euros en 2019. Taxer les poids lourds étrangers, oui, ça n'est pas possible sur le plan du droit européen. En tout cas, l'objectif, dans ce que nous allons proposer à nos collègues dans les jours qui viennent, en commission et en séance, c'est de trouver les financements qui permettent d'assurer un aménagement du territoire digne de ce nom, avec l'ensemble des moyens nécessaires à la mobilité de nos concitoyens. Oui, justement, l'aménagement du territoire, c'est une question qui est au cœur de la crise des Gilets jaunes. Le projet de loi LOM a été reporté d'1 mois justement pour prendre en compte le grand débat national. De quelle façon ? Écoutez, ça c'est plutôt au gouvernement de le dire. Nous au Sénat on a travaillé, gilets jaunes ou pas d'ailleurs, sur ce qui nous semble être le plus pertinent et le plus efficient possible pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Ces besoins et ces demandes, elles ne datent pas du mois de novembre dernier. Elles sont récurrentes depuis longtemps en termes d'aménagement du territoire. Donc nous allons permettre, bien sûr, aux autorités organisatrices des mobilités qui vont couvrir demain l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, de pouvoir à la fois disposer des moyens techniques et juridiques pour mettre en œuvre des solutions de mobilité, même dans les endroits les moins denses et les moins économiquement dotés, avec un pouvoir accru donné aux collectivités locales.
régions, interco, et puis toutes ces autorités qui sont réparties sur le territoire devront ensemble définir à la fois les bassins de mobilité, elles contractualiseront avec des objectifs, et puis devront à la fois en lien bien sûr avec les entreprises, définir également un certain nombre de projets. On le disait, ce texte va être examiné en commission cette semaine. Dans quel climat travaillez-vous avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne? On dit que c'est plutôt bienveillant et que même la ministre compte sur le Sénat pour rétablir le texte. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, ce projet de loi est le fruit à la fois des assises de la mobilité, donc où un grand nombre d'acteurs ont été associés à la concertation. Le texte a été, je le regrette un peu, édulcoré et passé sous les fourches codines à la fois de Bercy et du Premier ministre. Nous avons tenté, nous, en lien étroit avec la ministre, de réintroduire un certain nombre de dispositions et de travailler vraiment dans le sens de l'intérêt général. Bien, merci beaucoup Didier Mandelli d'avoir répondu à mes questions. Merci Tam. Et comme chaque semaine, place à notre rubrique Sénateur à domicile où nous suivons un parlementaire dans son département. Aujourd'hui, c'est Dany Wattebled, sénateur Les Indépendants du Nord, que nous avons suivi sur la sécurité des passages à niveau. Une solution a été développée dans le Nord, mais la SNCF n'a pas retenu le projet. Reportage de Fabien Recker. Le drame remonte au 13 juin 2015. Ce jour-là, un jeune de 16 ans est tué par un train sur un passage à niveau de Bézieux dans le Nord. C'est le deuxième accident mortel cette année-là. Le passage est désormais condamné. On a demandé à la SNCF de bien vouloir fermer ce passage à niveau puisqu'il était dangereux. On ne pouvait pas expliquer pourquoi ces gens s'étaient engouffrés dans ce passage à niveau. La France compte 15 000 passages à niveau. 160 sont considérés comme accidentogènes. Pour le sénateur du Nord, Dany Wattebled, la solution pour prévenir de nouveaux drames pourrait venir de l'école centrale de Lille. Entouré de 7 élèves ingénieurs, un directeur de PME informatique à la retraite a développé un système simple qui fonctionne à l'aide de capteurs. Donc ici sur un passage à niveau, on a 2 capteurs à l'entrée et 2 capteurs à la sortie. Lorsque la voiture passe au-dessus du premier capteur, elle est détectée et le système se met dans un état d'alerte jusqu'à ce que la voiture franchisse le passage à niveau et soit détecté par le capteur en sortie. À ce moment-là, on est sûr que la voiture est passée et donc le système revient dans son état normal. Pour son concepteur, le dispositif, baptisé Dopna, a de nombreux avantages. Il ne touche pas au matériel existant et ne demande donc pas de travaux d'infrastructure. Par ailleurs, il fonctionne à tout moment, que les barrières soient fermées ou non. Autre point fort, son coût. On estime à 50 000 € l'équipement d'un passage à niveau au regard des équipements qui se font actuellement à l'étranger, entre 300 et 400 000 € par passage à niveau. En 2016, Philippe Dubois a présenté une maquette à SNCF Réseau. Intéressée, l'entreprise publique, qui avait déjà soutenu le projet à hauteur de 6 000 €, aurait proposé à l'ingénieur de réaliser des phases de test sur 2 passages à niveau. Mais depuis, Philippe Dubois est resté sans nouvelles, malgré plusieurs relances. L'ingénieur a entre-temps fait breveter son invention. Pour Dany Wattebled, l'attitude de SNCF Réseau est incompréhensible. Est-ce qu'il y a une vraie connexion entre nos groupes publics, où il y a des capitaux publics, et nos grandes écoles? Je pense que oui, mais j'ai un cas précis où ce n'a pas été poursuivi. Et là, je suis un peu inquiet quand même en me disant, voilà, on a des gens qui ont fait une thèse, qui ont fait un brevet intéressant, qui n'est pas trop onéreux, et il n'y a pas de suite. Ils n'ont plus de nouvelles depuis 2 ans. Expliquez-moi pourquoi. On pourrait revenir chez eux en leur disant, effectivement, votre procédé n'est pas bon, il coûte trop cher, et là, il n'y a même pas de réponse. Rien, silence radio. Expliquez-moi. Dany Wattebled, voilà une occasion manquée de développer une solution française. SNCF Réseau affirme de son côté que le coût avancé par les ingénieurs lillois n'intègre pas le dispositif d'alerte du conducteur du train par un centre de contrôle. La compagnie teste actuellement d'autres systèmes, américains ou japonais notamment, pour un coût d'équipement entre 300 et 500 000 € par passage à niveau. Et j'accueille sur le plateau Dany Wattebled, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes sénateur Les Indépendants du Nord. On l'a vu dans ce reportage, la question de la sécurité des passages à niveau, pour vous, elle est primordiale. On a vu 2 accidents rien que sur ce passage à niveau. Oui, il faut savoir que de 2011 à 2018, 774 accidents, 224 morts tués par accident sur les passages à niveau. C'est à peu près 30 en moyenne par an. Je pense que ça vaut le coup de se pencher sur ces passages à niveau et de mettre des solutions de sécurité. On en parle beaucoup. On fait des comités de sécurité, on préconise des choses et rien n'avance.
Et donc j'ai eu l'occasion de tomber sur quelqu'un de l'école centrale, un des responsables, qui m'a expliqué le projet d'OPNA. Donc c'est un dispositif d'obstacles sur passage à niveau. Et je dis, ça me paraît très simple et peu onéreux. Pourquoi s'y mettons pas? Parce qu'on a aujourd'hui, globalement, une enveloppe entre 40 et 60 millions pour sécuriser les passages à niveau. On pourrait le faire en 5 ans. Alors, bien sûr, il y a 15 000 passages à niveau en France, mais il y en a 100, 200, très anxiogènes, et faire une programmation sur plusieurs années. Pour vous, les solutions, elles existent déjà, comme ces ingénieurs la développent? Bien sûr. Et là, je vais réagir un peu à la réponse de la SNCF. C'est l'hypocrisie. Quand on vous dit que le procédé ne prend pas en compte la transmission, mais dans toutes les process, c'est la même chose. Là, c'est un procédé très simple et qui permet une liberté d'action de la SNCF. Soit on envoie un PC, soit on prévient le conducteur. Donc la SNCF est libre de le faire. Et dans tous les cas de figure, il faudra toujours quelqu'un qui soit là pour faire une opération. Donc c'est un faux fuyant de la SNCF. Et puis dans la correction des gens quand même, ils ont financé le projet, ils auraient pu redire aux gens, mais effectivement votre process n'est pas ce que l'on veut. Mais je pense qu'il y a quand même un non-dialogue. Il devait y avoir 2 essais de fait, un à Dieppe et un en région lyonnaise, qui n'ont jamais eu lieu. Alors qu'ils sont venus sur place à Lille, au port fluvial, voir, très intéressés par le projet. Je me demande de qui on se moque. Pour vous, il faut que la SNCF, finalement, privilégie des solutions françaises développées par des ingénieurs? Alors, je ne dis pas qu'il faut privilégier des solutions françaises, mais au moins être à l'écoute. On a la chance d'avoir des grandes écoles qui sont là, qui font des belles choses. On est des rois, nous, pour ne pas développer nos process. Et ces gamins-là, on peut partir à l'étranger un jour, trouver une solution différente, et on se le fera réimporter. Je pense qu'il y a une non-observation. Bon, alors on prend un cas précis, hein, c'est la SNCF. C'est peut-être le grand bazar, mais moi je trouve que c'est inadmissible de ne pas répondre, au moins de s'intéresser au process. On parle de moins de 50 000 €, 4 capteurs, une télétransmission et une caméra. C'est le projet le plus simple au monde. Alors peut-être que c'est tellement simple que ça ne leur convient pas. C'est ça, hein, vous savez, faire simple et bien, c'est compliqué en France. Hein. Et vous, en tant que parlementaire, comment vous comptez agir sur ce sujet de la sécurité des passages à niveau? Je vais faire une proposition de loi prochainement, déposer une proposition d'obliger la SNCF, Réseau ferré de France, à protéger ces passages à niveau, d'avoir une solution sur 5 ans, de donner une date, parce qu'on en parle beaucoup, il y a un budget qui est mis en face, à eux de trouver le développement, s'ils trouvent mieux et moins cher, tant mieux, mais je ne dis pas que c'est cette solution qui est la meilleure, mais au moins une solution simple et peu onéreuse. Prenons-la aujourd'hui, prenons-la. Le Sénat va commencer à examiner en commission, avant l'arrivée en séance dans 2 semaines, le projet de loi d'orientation des mobilités. Est-ce que justement c'est dans ce cadre de discussion que doivent avoir lieu les débats sur cette question? Ce sera une possibilité de faire de proposition de loi, et j'irai même plus loin, parce qu'on parle de mobilité, à l'heure où et je reviendrai sur la SNCF, où on commence à fermer des suppressions de trains TGV dans des gares comme Douai ou autres. Vous voyez comment ça se passe aujourd'hui. On a un grand barouf pour la mobilité, et puis des groupes nationaux comme CF commencent à réduire leurs escales sur des Douai, Valenciennes, des villes où il y a des gens qui prennent TGV. Donc on réduit les villes, je veux dire, moyennes de province. Alors, si les gens vont prendre la voiture, on va retrouver dans le même débat que le débat Gilette de reprendre sa voiture pour se déplacer. Il y a une contradiction complète. Pour vous, l'État doit imposer le maintien de certaines lignes? Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de déraper vers quand même une sorte de privatisation contrainte de la SNCF. C'est quand même Société nationale, chemin de fer français. C'est un outil d'aménagement. Servons-nous comme un outil. On ne peut pas être rentable sur toutes les positions de la SNCF, mais c'est un outil d'aménagement du territoire. Et alors qu'on parle de mobilité, c'est un outil de mobilité. Il faut le respecter. Donc, commençons pas à supprimer des TGV sur des dessertes de villes intermédiaires. Sinon, on va repartir comme on a fait dans le temps. On avait un réseau SNCF extrêmement brillant, régional. On a supprimé des trains de région. On les a transférés après aux régions pour qu'elles prennent les TER. Non, écoutez, il faut... Est-ce qu'on a les moyens d'entretenir finalement toutes ces lignes moyennes ou petites lignes? On entend beaucoup de petites lignes où le réseau finalement n'a pas été entretenu depuis des années, ce qui fait que maintenant ça coûterait très cher. Oui, mais il faut reprendre la priorité. Il ne faut pas aller dans tous les sens. Il y a quand même des axes importants qui permettent justement de ne pas prendre les axes autoroutiers. On entretient nos routes à côté. Hein. Il y a un argent pour les routes. Revenons à des lignes de transport par le rail, avec des points de regroupement, vous voyez, comme on appelle les gares pôles d'échange. Regroupons là les voitures avec des pôles d'échange, des gares pôles d'échange, des parkings pour que les gens puissent prendre le train. Et là, on rabat, c'est un système assez facile. Et voyons le centre d'intérêt, il faut pouvoir faire ça partout, mais il y a des centres-bourgs, des centres des villes phares de région, sur lesquels on a besoin de ce réseau ferré. Et pour financer tout ça, il faut faire quoi? Des nouvelles taxes? On a vu que la taxe
taxe carbone, ce qu'elle avait provoqué avec les gilets jaunes? On a déjà loupé l'écotaxe. Quand on a fait l'écotaxe, on aurait pu. La Bretagne ne l'en voulait pas, mais les autres régions de France pouvaient l'avoir, l'écotaxe. Le Nord, je dis, des régions frontalières pouvaient avoir l'écotaxe. Je pense que quand on veut, on peut trouver toujours les moyens financiers. Pour autre chose, on trouve les moyens financiers. C'est mettre sur la table, voilà, faire une programmation dans le temps. On ne peut pas tout payer le même jour, mais avoir une volonté, une vraie volonté de retrouver ce réseau ferré français qui était quand même à la pointe. On pouvait aller avoir dans le temps partout, pratiquement avec le train. Bon, c'est vrai qu'on peut desservir des zones très éloignées, mais on peut faire des rabattages sur des points de parking. Merci beaucoup Dany Wattebled d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour l'émission On va plus loin. Excellente suite des programmes sur Public Sénat.